Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, on parle pas de cloud, comme quoi, pas tout le temps. On parle de technologie, on parle de dépendance et de gestion des dépendances dans les projets logiciels. Bonjour, merci de nous écouter. C'est vendredi matin comme d'habitude. Je sais pas si vous nous écoutez le vendredi, le samedi, le dimanche. Laissez-moi ça dans les commentaires d'ailleurs sur Twitter, sur LinkedIn. Sur Twitter, c'est Sebsto, S-E-B-S-T-O. Merci de vous être abonné, réabonné dans toutes les plateformes de podcast. On est disponible sur Deezer, sur Spotify, Amazon Music. Tiens, oui, j'ai découvert ça cette semaine, mais c'est normal, vous allez me dire, pour un podcast AWS d'être disponible sur Amazon, Apple, Google, Podcast Addict et bien d'autres. Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler de technologie cloud, mais on va parler de technologie développement, d'un sujet qui me tient à cœur. Ce sont les usines de développement logiciel, comme on dit en français un peu pédant, le software factory, les outils qui aident les développeurs à développer. Et on va parler essentiellement de gestion des dépendances. Vous savez, tous ces packages qui soient NPM ou autre, Maven que vous utilisez dans vos projets logiciels et comment on peut gérer les dépendances. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Goetz, qui est ingénieur principal chargé de l'architecture chez Swissquote. Stéphane, merci d'être là. Dis-moi, Swissquote, c'est quoi? Merci, bonjour. Alors, Swissquote, c'est une banque en ligne, principalement disponible en Suisse, mais on est aussi un peu partout en Europe et à d'autres endroits dans le monde dépendant des produits. On fait du trading de titres, de crypto-monnaies, de forex, et on a des produits aussi qui sont des hypothèques, cartes de paiement et leasing. On a la particularité que la plupart de nos produits sont développés in-house par environ 300 ingénieurs sur un total d'environ 1000 employés. Waouh, pas uniquement en Suisse alors, à plusieurs endroits dans le monde? Oui, alors principalement en Suisse, on a quelque chose comme 800 employés en Suisse et le reste c'est à travers différents bureaux ou offshore. Et vous développez vos solutions essentiellement vous-même ou vous utilisez aussi des packages bancaires? Je vais pas citer des noms, mais les packages bien connus. Tout à fait. Alors on a un package bancaire pour tout ce qui est la partie légale et core banking. Banking. Maintenant par-dessus, on a énormément de choses qu'on a fait nous-mêmes. Si je peux donner un exemple, par exemple, on est dans les tout premiers à faire des crypto-monnaies qui n'étaient pas du tout supportées par notre package bancaire. Donc le fait qu'on avait une couche entre deux a permis que nous on implémente quelque chose et puis qu'on rattrape après quand notre package bancaire les supportait aussi. 300 ingénieurs, ça fait 30% d'ingénieurs, ce qui montre bien que le monde de la finance, de la technologie maintenant, comme le monde de la logistique et de la distribution avec Amazon, c'est ce genre de ratio qui m'impressionne toujours. Et les banques qui n'ont pas encore compris ça sont en train de se faire distancer par les autres. Fin de la parenthèse, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais j'aime bien rattacher la finance à la technologie. Quand on développe des logiciels, une bonne partie de ce qu'on écrit, en tout cas des fonctionnalités qu'on fournit, c'est pas nous qui l'écrivons. On utilise des packages, on intègre un package qui va gérer les connexions réseau, un autre qui va faire le logging, un qui va faire la crypto, etc. Au final, on peut avoir beaucoup de packages liés à une application. T'as écrit un blog sur le sujet. Essentiellement, c'est quoi les challenges de la gestion des dépendances? En fait, il y a tout plein d'axes sur les différents challenges. Alors, il y en a un, l'évident, l'éléphant dans la pièce, c'est directement les vulnérabilités. C'est un truc dont on parle régulièrement. Régulièrement, il y a des nouvelles CVE qui sortent. Par exemple, on a eu en décembre dernier dans le monde Java, il y a eu Log4Shell qui était un tremblement de terre dans le monde des vulnérabilités. En plusieurs épisodes, en plusieurs couches se sont ajoutées les unes aux autres pendant plusieurs jours. Épisodes en plus, tout à fait. Et du coup, donc ça, c'est vraiment la première chose. La possibilité de mettre à jour une dépendance dès le moment où une vulnérabilité qui est détectée, c'est une nécessité dans une application dès le moment où on veut qu'elle reste sécurisée. Un autre aspect, c'est par exemple des nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver avec une nouvelle version. Des fois utile, des fois pas forcément utile. On peut décider de ne pas mettre à jour avec des nouvelles fonctionnalités, mais il y a un risque qui vient à côté, et c'est un troisième aspect, c'est le changement de dépendance nécessaire pour un driver, pour une connectivité à un outil externe. Par exemple, si on met à jour la base de données MySQL, alors MySQL c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est en général très compatible, mais chez nous on a du Oracle par exemple, et la mise à jour d'une base de données Oracle vient avec un nouveau driver JDBC
qui va avec, et avoir un driver trop vieux fait que notre application n'est plus compatible. Donc il y a vraiment deux axes de mise à jour. Il y a les mises à jour volontaires qui sont par exemple des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, et l'autre c'est les mises à jour obligatoires, que ce soit des vulnérabilités ou de dépendances externes, enfin d'environnement externe. Et il y a deux attitudes par rapport à tous ces packages qui font partie intégrante de notre application, c'est de pas les mettre à jour, dire voilà, je reste avec la version, je sais qu'elle marche. Et puis à l'opposé du spectre, dire j'essaie de les mettre à jour dès qu'il y a une mise à jour disponible. Quels sont les avantages, inconvénients des deux? Et puis je suppose que la réalité, elle est quelque part au milieu, évidemment. Tout n'est pas blanc ou noir. Oui, tout à fait. Alors, d'un côté du spectre, ne pas mettre à jour du tout, c'est le risque que le jour où il y a une mise à jour qui devient obligatoire, ça devient très difficile à faire. Si on a une très vieille version, mettons de Spring 2, et Java 7, si d'un coup on veut passer à du Java 11 et puis Spring 5, on doit faire toutes les petites mises à jour qu'il y a entre deux, sans compter le fait que toute l'équipe qui maintient ces applications vont peut-être avoir des applications dans tout plein de différents stacks, et le besoin d'avoir la connaissance de ces différents stacks. Ah mince, en Spring 2 je peux pas faire ça, mais en Spring 5 je peux le faire, donc il faudrait que je mette à jour, ah mais zut, j'ai cette autre dépendance qui marche pas avec ça. Et de l'autre côté du spectre, de mettre tout le temps directement à jour, les problèmes qu'on voit assez facilement, c'est un tout petit changement d'API qui est pas forcément bien documenté ou qu'on s'attend pas forcément, un test d'intégration qui couvre pas forcément la fonctionnalité de la librairie qui a changé et le comportement est légèrement différent. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est des surprises qu'on peut avoir dès le moment où la suite de test est pas impeccable sur ces choses-là. Et quelle politique vous avez choisi chez Swissquote? Alors vous mettez à jour tout le temps le plus vite possible ou au contraire le plus tard possible? Alors on a un petit peu des deux. Ce qu'on a fait déjà, c'est que tout ce qui est open source, on fait pendant le week-end. Donc on a notre Renovate qui a un schedule qui est défini, qui fait que pendant le week-end on a toutes les PR qui sont créées, qui sont buildées automatiquement. Et si les tests passent, on va automatiquement merger, mais pas forcément releaser et déployer directement. À savoir que dans l'équipe où je suis, parce que c'est quelque chose que chaque équipe peut décider comme ils font, on gère surtout des librairies et peu d'applications. Donc on a une politique où on va releaser nos librairies au maximum tous les 30 jours et avoir un paquet d'updates qui vient avec. Si c'est des bug fixes importants de performance ou quelque chose comme ça, là on va releaser directement. Mais on essaye de pas spammer non plus, parce que chaque release peut donner lieu à une pull request. On va essayer de réduire le bruit pour ceux qui utilisent nos librairies comme dépendance. Oui, c'est parce que ton équipe fournit essentiellement des librairies qui sont consommées par les autres équipes, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, certaines de nos librairies, par exemple, peuvent lancer un petit millier de PR en dessous dès le moment où on fait une petite mise à jour. Alors, t'as nommé un outil que vous utilisez qui s'appelle Renovate. On va parler de cet outil en détail. Je précise tout de suite, ce podcast n'est pas sponsorisé par Renovate. Je ne reçois pas d'argent pour faire ça. AWS non plus. Toi non plus, tu as écrit un blog post qui explique ton expérience en tant qu'utilisateur de Renovate. Renovate, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire les mises à jour de dépendances en détectant automatiquement quelles sont les dépendances qui sont dans un repository de code. Et il va faire automatiquement des pull requests pour informer les utilisateurs, enfin l'équipe de développement, que des mises à jour sont prêtes. Et si en plus on a du CI qui est par-dessus, on a la possibilité de vérifier directement que la mise à jour fonctionne et merger ensuite cette mise à jour et avoir notre code qui est à jour. Oui, donc il va faire le travail d'un ingénieur logiciel, de scanner toutes les dépendances, d'aller voir les repos de dépendances, que ça soit NPM, Pip, Maven, pour ne citer que JavaScript, Python et Java, et vous prévenir sous une forme que les développeurs comprennent bien, c'est un pull request, en disant il y a une mise à jour de dépendance. Et donc dans ce pull request, ils mettent à jour le pip file si c'est Python, le POM si c'est Maven, et je sais plus quoi, le NPM quelque chose. D'accord. Tout à fait. Et puis même encore mieux, il va faire par exemple si c'est du NPM et que ça a été installé avec Yarn, ça va faire la mise à jour du log file en même temps directement aussi.
Donc ça va même aller un petit peu plus loin, voire même on peut avoir une configuration qui va nettoyer le log file s'il y a des choses qui ont été mises à double pour réduire le nombre de dépendances. S'il y a deux versions qui pourraient matcher, ça peut faire un petit peu de nettoyage. On peut au niveau configuration, énormément de choses sont possibles. T'as mentionné effectivement pip, maven, npm. Ce qui est vraiment pratique, c'est que ça gère encore plus de choses. Et dans certains cas, on était même surpris que d'un coup on reçoive une mise à jour pour un plugin Jenkins. On s'est dit ah bon, on savait même pas qu'ils avaient trouvé ce fichier et trop bien. Comme d'habitude, et ceux qui écoutent le podcast AWS en français le savent, tout ce dont on parle a des notes, a des liens dans les notes du podcast. Donc vous retrouverez un lien vers Renovate et d'autres versions. Renovate, c'est open source, hein, c'est ça, disponible gratuitement sur GitHub. Mais il y a aussi une société qui est derrière, qui s'appelle Mint, qui vend une version Enterprise de Renovate. Je ne dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Alors nous-mêmes, on utilise la version open source de Renovate parce que c'est quelque chose qu'on a essayé à un moment et qui a continué à fonctionner. On n'est pas forcément contre la version Enterprise. C'est une discussion qui est ouverte pour nous. Qui est ouverte. Bon, si vous êtes chez Mend et que vous écoutez le podcast, vous pouvez commencer à parler avec Stéphane. Alors, tu as parlé de configuration. Une des choses qui me vient à l'idée, c'est que parfois on n'a pas envie d'upgrader une version spécifique d'un package parce qu'on sait qu'il y a une incompatibilité dans la version suivante, ou parce que ça peut casser quelque chose dans notre code, ou simplement, mais là c'est peut-être pour les très grandes entreprises, moi je pense à l'exemple d'Amazon, nos développeurs par exemple, ils vont pas utiliser des packages qui viennent d'internet, tous les packages sont dans un repo centralisé et sont approuvés par une équipe de sécurité avant de pouvoir être utilisés dans des applications Amazon. Comment ça se passe avec un outil automatique comme Renovate? Alors, c'est tout à fait possible d'utiliser Renovate avec une registry privée. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, parce que tout notre code, alors il n'est pas audité directement par quelqu'un, mais tout notre code est d'abord téléchargé dans notre registry privée, que ce soit Python, Maven, NPM, ils sont tous là maintenant. Et depuis là, en fait, Renovate va nous faire les pull requests directement par rapport à cette registry privée. Donc même notre code qui ne va pas sur un github.com, on peut recevoir des pull requests pour cela aussi. Ah oui, je parlais de GitHub, mais c'est pas que GitHub. Je suppose qu'on peut le plugger sur plein de repositories de code et qu'il est capable de travailler sur différents repos. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu as dû installer? C'est quoi par où on commence? Alors, il y a deux manières de faire. Donc, si le code il est sur github.com ou hosté publiquement, il y a des applications. Déjà, une application GitHub qui existe. Il suffit d'aller dans l'application, cliquer installer, et on va recevoir directement une pull request qui va nous proposer d'ajouter un fichier renovate.json avec la configuration par défaut qu'on peut customiser ensuite avec des liens pratiques sur la documentation. Pour nous, oui, donc là il y a rien à installer. Non. Je connais pas le nom Git, c'est un GitHub, c'est pas une action, mais enfin c'est un bot GitHub qui va scanner notre repository à différents moments et nous envoyer des suggestions via des pull requests. Voilà, tout à fait. Donc il va écouter sur certains événements, par exemple si on modifie le POM, il va détecter qu'on aurait ajouté une nouvelle dépendance et directement nous dire attends, en fait t'aurais une mise à jour là indirectement et nous faire la pull request qui est relative. Donc pour ça c'est vraiment super pratique. Je l'utilise sur mes propres projets open source. Maintenant pour Swissquote, puisqu'on n'est pas sur github.com, on utilise GitHub Enterprise hosté chez nous. Là, du coup, on peut pas utiliser cette fonctionnalité directement, donc on a dû l'installer on-premise. Mais là aussi, en fait, c'était pas si difficile parce que Renovate fournit une image Docker qu'on peut démarrer chez soi-même. Pour démarrer, c'est pas très compliqué. Il faut avoir un token SSH qui a permission d'accéder au repo qu'on veut mettre à jour. Et ensuite, il faut lancer le container avec cette clé SSH et le nom du repo qu'on souhaite mettre à jour. Et donc tout ce qu'on a besoin, c'est un petit serveur dans le data center qui va scheduler le Docker à intervalles réguliers pour aller checker les dépendances tous les jours, toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que le container, il tourne toutes les heures sur tous les repos. Et dès le moment où il y a quelque chose à mettre à jour, il va faire la pull request. S'il n'y a rien à faire, il va se terminer en général assez rapidement.
Et juste pour donner une idée, sans partager rien de confidentiel, vous avez combien de repos qui sont analysés comme ça? Alors aujourd'hui, j'ai vérifié les statistiques. Là aujourd'hui, on en a 968 qui sont activés. C'est assez chouette parce que ce qu'on voit, c'est que les équipes, dès le moment où ils ont commencé à l'adopter, ils ont essayé sur un ou deux repos, ils sont facilement contents avec et l'adoptent sur plus de repos. Et surtout, la possibilité de faire des configurations qui sont partagées permet que au premier, ils essayent, ils expérimentent, ils regardent ce qui fonctionne pour eux et ils font une configuration partagée et ensuite ils l'appliquent sur tous leurs repos et c'est comme ça qu'après ils ont leur politique de mise à jour de dépendance pour leur propre équipe. C'est intéressant, ça veut dire que vous n'avez pas, en tant qu'équipe architecture, je suppose que tu as un rôle plutôt transverse sur les différentes applications et les équipes métiers, ça veut dire que vous n'avez pas obligé, enfin il n'y a pas de mandat de votre part pour utiliser un outil de gestion de dépendance comme Renovate? Non, alors c'est l'outil recommandé, on fait des présentations régulières, on dit si jamais il y a Renovate, voilà, on a mis à jour la dernière version, ça vous amène ça et utilisez-le, regardez avec telle équipe, ils l'ont utilisé, ils en sont très contents. Si vous voulez aller demander au bureau à côté de vous, mais on n'a pas de mandat d'obliger les gens à utiliser ces choses-là. Par contre, en échange, on fait quand même un scan de quelles dépendances sont utilisées où et on a des dépendances qui sont fortement prohibées, disons. C'est-à-dire des librairies interdites pour des raisons techniques ou légales? Voilà, par exemple. Non, alors légal, moins. Légal, je pense licence, oui, une licence GPL par exemple que vous voulez pas inclure dans. Tout à fait. Alors ça c'est déjà fait à un autre niveau. Voilà. Alors par exemple, ça arrive qu'on a eu des librairies internes qui avaient des problèmes, par exemple de leak de thread ou des choses comme ça. Et dès le moment où on a patché cette version, on a vu que dans le data center, on avait des économies massives en termes de nombre de threads utilisés par les serveurs et en termes de timeout par les clients de ces librairies. Donc, dès le moment où on a vu ces impacts vraiment massifs, on a interdit les vieilles versions et on a forcé de mettre à jour. Et c'est là où on avait on a un meeting régulier où on présente les nouveautés aux gens, où on dit on voit qu'il y a encore tant de personnes qui sont sur la vieille version, merci de migrer. Et puis par contre, on a une liste d'applications critiques vers lesquelles on va aller plus activement leur dire mettez à jour là maintenant, en fait, c'est vraiment critique. Ouais, donc il y a deux politiques. Vous forcez quand même un peu la main aux applications les plus critiques, et puis pour les autres équipes, vous fournissez une configuration par défaut en disant voilà ce qu'on vous suggère comme configuration pour utiliser au sein de Swissquote parce que ça marche pour les autres équipes et voilà ce qu'on recommande. Ouais, tout à fait. Cette config, c'est quoi? C'est un fichier YAML, avec des règles? Alors, c'est des fichiers JSON et il y a une syntaxe assez simple qui permet de dire extends et puis qui peut pointer vers un autre fichier JSON. Donc, on a fait des sortes de paquets de configuration partagé dans un repo. Il nous suffit d'avoir une pull request pour le mettre à jour. On aime bien les pull requests chez nous. Et du coup, ça permet de, par exemple, définir, moi, je veux que tous mes paquets Swissquote soient groupés. Et puis, il va inclure ce preset JSON grouped Swissquote packages et avoir ça dans sa configuration. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, c'est pas dangereux d'avoir un outil automatique, aussi bien soit-il, qui va venir proposer des mises à jour des dépendances. Ça peut casser quelque chose. Clairement. C'est quelque chose qu'on a remarqué nous-mêmes au début, quand on a commencé à adopter Renovate, d'avoir de temps en temps une version qui se met à jour et puis en fait la version elle n'était pas aussi bien que ça. C'est arrivé de partir en production. Alors de nouveau, heureusement notre équipe n'est pas en production client, mais nos clients sont les autres ingénieurs. Ça nous est arrivé une ou deux fois de déployer une fonctionnalité avec un paquet qui a juste cassé quelque chose et heureusement on a pu rollback rapidement. On a le monitoring qui allait pour ça. Mais le risque, c'est effectivement si on a quelque chose qui va se connecter à un service externe, si on n'a pas de test qui couvre la connexion à ce service externe, le risque est que quand la dépendance est mise à jour, ça marche plus. Et donc la technique que vous avez adoptée vous, c'est d'augmenter la surface des tests unitaires pour s'assurer de bien couvrir les packages qui sont mis à jour automatiquement. Ouais, alors on essaie d'avoir, c'est une règle non écrite et c'est spécifiquement pour notre équipe, mais on essaie d'avoir au moins un test qui couvre chaque librairie dans leur chemin idéal d'utilisation. Pour vous les utiliser, ouais. C'est intéressant ça parce que je viens de me casser la tête les dernières semaines à écrire pas mal de tests unitaires et vous testez les librairies séparément ou vous les testez
Je veux dire, vous écrivez du code qui teste votre code et donc par incidence, comme votre code utilise les librairies, c'est couvert aussi, ou est-ce que vous écrivez des tests spécifiques pour tester les librairies, et en tout cas les fonctions des librairies que vous utilisez, de la manière dont vous les utilisez? Ah, ça dépend complètement d'un projet à l'autre. Après, on va essayer de moquer les parties qui sont pas les plus nécessaires, mais de moquer un minimum. Et des fois, justement, si c'est une librairie qui doit faire des appels HTTP, la plupart, on va moquer la librairie. Et puis, dans certains cas, on va juste s'assurer que on ait pour du Java, par exemple, du wire mock dans lequel on a écrit les payloads qu'on s'attend à envoyer et à recevoir. Et dès le moment où après on lance ce test-là, c'est la librairie qui va s'en occuper et on s'attend à avoir qu'il fasse l'intermédiaire et qu'on reçoive la même réponse de l'autre côté. Je pourrais faire un épisode entier du podcast là-dessus, tiens, ça me donne une idée pour la prochaine fois, parce que c'est des tests qui reviennent, c'est des questions qui reviennent très souvent de nos clients aussi, c'est le testing, le mocking, surtout avec AWS, qu'il y a des API qu'il faut tester, et au final, il y a beaucoup de nos clients qui disent, ouais, mais on finit par tester nos mocks et pas vraiment tester les fonctionnalités. Bref, ouais. Je diverge. Revenons sur la gestion des dépendances. Donc, on a expliqué le challenge de gérer des dépendances. La solution que vous avez choisie chez Swisscode, qui est d'utiliser donc cet outil open source et commercial, je le répète, c'est un outil qui est disponible en 2 versions, qui fait une analyse de vos dépendances et qui suggère des pull requests. Quelles sont les barrières que vous avez mis en place pour ne pas adopter à l'aveugle toutes les pull requests qui sont fournis via le unit testing. On a parlé de l'adoption aussi au sein des équipes. Dans ton blog post, tu expliques qu'au début que vous utilisiez Renovate, vous étiez noyé sous les pull requests. Oui, par défaut, en fait, on reçoit une pull request par dépendance. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que nos projets avaient une quantité massive de dépendances. C'est pas des projets énormes, pourtant. Certains, c'est quelque chose comme 1000, 2000 lignes de code, mais très facilement, c'est l'histoire du gorille qui prend la banane et la forêt avec, de l'orienté objet. Donc, on s'est retrouvé à avoir des pull requests en permanence au début. Et alors d'une part parce que nos librairies étaient pas tout à jour, donc on a eu un certain nombre de choses à rattraper, mais après c'était aussi le fait que idéalement en fait il y a des librairies des fois qui peuvent être groupées. Par exemple Spring qui représente toute une série de paquets, il y a Spring ORM, il y a Spring Core, il y a Spring voilà, je vais pas faire la liste de tout Spring, je connais pas assez bien pour faire toute la liste, mais de les grouper ensemble, ça réduisait déjà massivement le nombre de pull requests, et surtout à un moment où on commençait à avoir une stabilité suffisante dans les pull requests qu'on recevait, on voyait que les tests y passaient, c'est là où on a commencé à les grouper un petit peu plus et à à activer le merge automatique. Le merge automatique, c'est-à-dire que quand les tests ont passé, Renovate, il va voir que la pull request existe, que les tests ont passé, et il va faire le merge dans GitHub automatiquement. Donc, il détecte la dépendance, il télécharge la dépendance, il run vos unit tests, et puis seulement il fait le pull request? Non. Non, j'ai pas compris ça. Pardon, alors je peux recommencer. Donc, ce que Renovate fait, c'est qu'il va nous faire une pull request avec le contenu. Et dès le moment où la pull request est faite, c'est notre environnement d'intégration continue qui va prendre le relais, qui va faire le build de cette pull request. Et dès le moment où GitHub ajoute la petite coche verte pour dire que c'est bon, ça fonctionne, Renovate après son schedule, et c'est pour ça que pour nous c'est important de le tourner toutes les heures, c'est que la fois suivante où il tourne, il va voir que la pull request existe déjà, que l'auto-merge est activé et que les checks sont passés correctement, et c'est là où il va automatiquement merger la pull request pour nous. D'accord, donc vous êtes en auto-merge sur la plupart des pull requests qui viennent de Renovate. Voilà, en tout cas pour tout ce qui est mineur et patch. On n'a pas activé ça pour les versions majeures. Oui, parce qu'il y a quand même des risques de casser plus de choses, ouais. Et ça demande du testing un peu plus complet que simplement du unit test automatique. Vous êtes passé de plein de centaines de pull requests à combien en appliquant cette technique et puis en les regroupant, comme tu l'as dit, par groupe de librairie? Ouais, alors c'est assez difficile à dire parce que du coup vu qu'elles sont automatiques on les voit pas directement. Maintenant ce que je sais c'est que on a tous les lundis matins on voit les pull requests qui ont pas fonctionné, où il y a eu un petit quelque chose où il faut valider manuellement ou simplement qu'il y a eu un petit problème. Ça en général on en a 6 ou 7 par semaine. Par semaine, qui prend combien de temps à résoudre?
Ça dépend complètement. Des fois, c'est des trucs tout simples où il s'agit juste que la pull request elle est arrivée au moment où la build farm elle redémarrait du samedi au dimanche. Donc relancer le test suffit amplement. Et des fois, c'est des trucs vraiment cossus et ça prend une demi-journée. T'as une idée de combien de temps vous passiez avant pour maintenir vos dépendances à la main? C'est quasiment un temps plein d'un release engineer. Mais en fait, c'est justement ça qui est assez particulier, c'est que dès le moment où on fait pas les mises à jour de dépendance, ça prend pas de temps. Et c'est super, et c'est super difficile à calculer quel est le temps qu'on a gagné ou perdu, parce que oui, effectivement, on prend plus de temps pour faire les mises à jour, mais maintenant c'est quelque chose qu'on fait consciemment. Avant, c'est quelque chose qu'on faisait pas et on le payait très cher dès le moment où on devait faire une mise à jour pour les raisons dites plutôt de vulnérabilité ou d'une dépendance externe qui fonctionne plus comme prévu. Oui, avant vous contrôliez pas le timing des mises à jour, c'était plutôt réactif en fonction des vulnérabilités sécurité notamment, et c'est là que vous tombiez sur un os en disant on n'a plus updaté cette application depuis 18 mois et tout a changé, même la version de l'OS, la version de Java, etc. Tiens, c'est quelque chose que Renovate fait ça aussi, aller regarder des dépendances plus bas niveau. Je pense la VM, où on reste vraiment sur les dépendances logicielles, Maven et celles qu'on a citées, les packages. Alors, je sais que ça fait pour les images Docker aussi. Il peut nous envoyer des PR pour les images Docker. Après, je crois qu'il y a des possibilités de faire pour du Argo CD, des Helm charts, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a des possibilités pour faire dans d'autres univers aussi. Et au pire du pire, si c'est un paquet qui existe dans une registry existante, comme par exemple du Maven ou du NPM, on peut écrire notre propre expression rationnelle, regex, pour lui dire va lire dans ce fichier qui a ce nom-là et cherche quelque chose qui ressemble à ça, et puis le groupe numéro 1 de recherche ce sera le numéro de version et le groupe numéro 2 ce sera le nom du paquet, et du coup il aurait la possibilité de faire des pull requests même pour des choses qu'il n'est pas capable de gérer initialement. Une espèce de système de plugin qui permet de plugger n'importe quoi du moment qu'on puisse exprimer la version dessus. Ça fait combien de temps que vous utilisez Renovate maintenant chez Swissquote? Alors ça fait 3 ans à peu près maintenant. 3 ans, et des anecdotes particulières de pull requests surprenants, des choses qui se sont bien passées ou des choses ou des catastrophes ou des catastrophes évitées. A priori, c'est pour ça qu'on utilise ce genre d'outils. Oui, j'en ai plusieurs d'anecdotes. Alors une catastrophe évitée qui était quand même assez, c'était évidemment Log4Shell. Là du coup, ce qui était intéressant, c'est que vu que on avait déjà fait l'effort d'être à jour sur toutes nos librairies, on a pu mettre à jour et faire une release, mais on était tellement rapide qu'on a pu le faire 3 fois par rapport à d'autres équipes pour lesquelles ils étaient pas complètement à jour, et ils ont mis 2 jours pour pouvoir faire la mise à jour, et avant de partir en production, ils avaient eu le temps d'avoir que la dernière version et d'être parti en production qu'une fois avec la dernière version à jour. Donc c'était assez comique de se dire juste parce qu'on était meilleur, en fait on a pu faire le travail 3 fois et les autres et assez confortable également d'avoir le processus qui est automatisé. Voilà, alors l'avantage c'est qu'on n'a pas du tout eu peur, on savait que de lancer une nouvelle release d'un projet ça allait fonctionner sans problème, parce qu'on sait que dans l'intégration continue il tourne régulièrement, et c'était pas un projet qu'on a sorti d'un placard et puis que attends, c'est du Java 6, je sais même pas si ça tourne. Qui encore une VM Java 6 là, vous monsieur? Vous pouvez me la prêter s'il vous plaît? Non, mais c'est étonnant de voir comment le monde a réagi à Log4j et comment il a fallu des semaines et des semaines parfois d'inventaire pour arriver à identifier les dépendances dans des applications projets, et ça remontre encore l'intérêt si besoin encore de le démontrer des chaînes d'intégration continue. Builder, faire un release n'est plus un événement dans la vie d'une équipe, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, plusieurs fois même au quotidien, qui se fait automatiquement et qui ne doit pas nécessiter d'avoir tout le monde sur le pont pour releaser, voire pour déployer quelque chose. Tiens, vous déployez aussi, c'est juste de la curiosité, automatiquement, certaines choses? Alors ça dépend, en général on a... Ça dépend vraiment d'une équipe à l'autre. Pour nous, on a un cluster Kubernetes à nous dans lequel on a beaucoup plus de latitude, donc on a un one-click deploy. En gros, dès le moment où les tests sont passés, on peut juste cliquer sur release et ça s'occupe de faire le déploiement. À l'interne, par contre, pour tout ce qui est client facing, on a des fenêtres de déploiement
Mais la possibilité, gentiment, on est en train de mettre en place des déploiements automatisés avec des smoke tests. Donc c'est tout des choses qui sont en train de s'industrialiser. Smoke test, j'ai appris récemment l'origine de ce mot-là. Ça date de l'électronique, à l'époque où on soudait des trucs sur des cartes. Et c'est la première fois qu'on branchait le courant sur une carte électronique. Si ça faisait de la fumée, c'était pas bon signe. Je savais même pas. et c'est pour ça qu'on appelle ça des smoke tests. Si ça fume pas, c'est bon, on peut continuer et aller au test suivant. Après 3 ans... Après 3 ans d'apprentissage, d'utilisation d'un outil de gestion de dépendance comme Renovate, comment tu vois le futur? Est-ce que vous voulez aller plus loin, systématiser, faire des règles plus fines? Enfin, comment tu vois le futur de la gestion de dépendance chez Swissquote? Alors, clairement, pour le moment, avec Renovate, pour en avoir d'essayer d'autres outils, c'est celui qui a complètement rempli les besoins qu'on avait. Encore aujourd'hui, tout fonctionne vraiment comme on le souhaite. On essaye de faire en sorte que pour les équipes, ce soit le plus facile possible de l'adopter. Donc, par exemple, on a des templates de nouveaux projets et le but, c'est qu'ils aient déjà un fichier renovate.json dans ce template et que au premier push qu'ils fassent sur GitHub, ça active automatiquement Renovate. Ça, c'est quelque chose qui devrait venir prochainement. Mais en attendant, on a fait en sorte que chaque équipe puisse voir la liste des repos dont il est propriétaire et pouvoir juste avec un seul clic activer l'application Renovate dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'onboarding pour chaque équipe. Super intéressant la discussion autour du package management. Je m'intéresse énormément aux fermes logicielles, à tous ces outils et ces process qui permettent aux développeurs d'écrire du code et de le déployer surtout et de le tester. Ça rentre vraiment là-dedans. Et puis ça faisait partie aussi des commentaires, des feedbacks que j'ai reçus sur le podcast AWS en français, qui est de pas toujours parler d'AWS, mais parler des techniques d'ingénierie. C'est pas facile à prononcer, logiciel, et ça rentre parfaitement dedans. Et je pense en faire d'autres sur d'autres sujets comme le test unitaire dont on a parlé, le CI/CD en général. Merci Stéphane d'avoir expliqué comment vous faites chez Swissquote dans le domaine financier, donc en Suisse, avec, et je le répète, c'est pas un podcast sponsorisé, je ne fais pas ça, avec cet outil qui s'appelle Renovate, qui est disponible en open source, qui est édité par une société qui s'appelle Mend. Et si vous avez envie de commencer, vous allez sur renovatebot.com, avec cette version sur GitHub. T'as dit, je peux ajouter sur des projets open source qui sont sur github.com le bot Renovate qui va commencer à gérer la dépendance de mes packages. Je vais peut-être m'y mettre. J'ai deux applications pour l'anecdote, une iOS, une Android sur GitHub. Je fais une modification une fois tous les 18 mois à peu près là-dessus. Et chaque fois, c'est l'enfer parce que les versions d'iOS et d'Android ont changé, les versions des langages ont changé, les versions des packages ont changé. Et donc, c'est le genre d'outil qui peut aider là-dedans. Merci Stéphane, je l'ai déjà dit. Merci à vous qui avez écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ça sera vendredi matin. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.